On va parler de l'état du monde de service national d'armée avec notre invité général de corps d'armée 4 étoiles, général Philippe de Montenon. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être dans ce studio, commandant de la force et des opérations terrestres, commandant terre pour l'Europe. Tout cela se passe à Lille où vous êtes installé. Alors si certains l'ignorent, la capitale des Flandres est donc un lieu militaire stratégique. D'abord, quelle est l'importance de Lille dans la défense européenne? Alors pour l'armée de terre, c'est vraiment un poste de commandement extrêmement important. L'armée de terre, c'est à peu près 110 000 soldats d'actifs auxquels il faut ajouter une trentaine de milliers de réservistes. Et 80 000 de ces soldats sont commandés à partir d'ici. Et ma responsabilité, en fait, elle s'exerce sur toutes les forces qu'on peut envoyer en opération. Et sur ces 80 000, il y en a déjà 30 000 qui sont engagés en posture opérationnelle à l'étranger ou bien sur nos territoires nationaux. Quand vous dites à l'étranger sur le territoire national, c'est en Europe. Pas uniquement, tous ceux qui sont, engagés encore un petit peu en Afrique, au Levant, au Liban par exemple, et puis dans nos outre-mer. J'ai la responsabilité de les préparer de les préparer à partir en opération et puis ma deuxième casquette, celle de commandant terre pour l'Europe, elle s'exerce sur ceux qui sont déployés dans la zone Europe en soutien à l'Ukraine ou bien déployés dans le dispositif de l'OTAN, Le maintien de la paix en Bosnie. notamment aussi. Voilà, notamment. Ces 80 000 soldats dont vous venez de parler, qui sont-ils? Quel pays représentent-ils? Les 80 000 soldats, ils sont tous français. Hmm. Et ce sont des hommes et des femmes de l'armée de terre. On peut dire que leur moyenne d'âge est 32 ans. On peut dire que pour 50% d'entre eux, ils sont contractuels. Et que, en fait, mon commandement, il s'exerce sur un râteau, si vous voulez, de commandement subordonné de généraux niveau 4 ou 3 étoiles, dont le poste de commandement d'un corps d'armée à Lille. Donc un corps d'armée, c'est à peu près 50 000 hommes. Et puis des généraux de division, donc chez qui chacun peuvent commander à peu près 15 000 hommes. En combien de temps est-ce qu'ils sont mobilisables? Alors certains sont en alerte très serrée et on peut encore les resserrer. Ça va d'une douzaine d'heures jusqu'à 6 mois, 18 mois. Novembre, le chef d'état-major des armées demandait aux maires de France de préparer la population au futur conflit. Décembre, c'est le secrétaire général de l'OTAN qui a affirmé, je cite, « Nous sommes la prochaine cible de la Russie, nous sommes en danger, nous devons nous préparer à une guerre d'une ampleur comparable à celle qu'ont connue nos grands-parents ou arrière-grands-parents ». Mon général, où est-ce qu'on en est en janvier? Est-ce qu'on a des précisions sur cette guerre? Quand? Où? Comment? Alors effectivement, ces déclarations, elles soulignent une situation qui n'est pas nouvelle, hein, qui existe depuis que la Russie s'est réveillée en tant que puissance et qu'elle a bouleversé l'ordre mondial en violant le droit international, essentiellement par l'invasion de l'Ukraine en 2022, ce qui a provoqué notamment une réaction de l'OTAN et le déploiement de forces de l'OTAN qui sont sur la frontière est de l'Alliance. Cette menace, elle est de plus en plus présente. On sent que la Russie ne va pas s'arrêter à l'Ukraine. On sent qu'elle va tester le dispositif de l'OTAN et on s'y prépare. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut se préparer aussi à voir mourir nos enfants, comme ça avait été dit? Est-ce que notre armée aussi est prête? Alors, il faut regarder les choses en face et il n'y a pas de façon agréable de parler de la guerre et de parler de la préparation de la guerre. On ne peut pas dire qu'on prépare une guerre qui va faire 0 mort. Donc les hommes et les femmes qui s'engagent dans les armées françaises, ils ont un statut particulier, ils sont prêts à remplir la mission jusqu'au bout. Et on voit bien que si on considère la Russie comme adversaire et vu les pertes que subissent les Russes, oui, il faut être prêt à ces éventualités. Emmanuel Macron assure que la France est prête à déployer, je cite, plusieurs milliers de soldats en Ukraine en cas de cessez-le-feu. Est-ce que ces soldats sont prêts? Est-ce qu'ils ressortent de votre commandement? Oui, tous ceux qui appartiennent à l'armée de terre se préparent sous mon contrôle. Et effectivement, le président de la République a réaffirmé la volonté de ce qu'on appelle la coalition des volontaires qui s'est formée en février dernier à se déployer pour offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine après un cessez-le-feu. Il y a une trentaine de pays dans cette coalition sous direction franco-britannique. Ils sont prêts. Selon les chiffres, alors on parle de plusieurs milliers pour la France. Est-ce qu'on a un chiffre précis ou pas forcément? Alors, la force est encore en cours de constitution et il vaut mieux garder ces travaux-là discrets, mais oui, c'est de l'ordre de plusieurs milliers pour la France. Vous avez parlé d'une trentaine de pays dans cette coalition des volontaires. Or, si on regarde de près, alors il y a la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Belgique, la Norvège, l'Estonie et la Lituanie qui sont prêts à envoyer des soldats. Pour les autres, c'est encore en discussion. Est-ce que c'est suffisant? Alors d'autres pays
contribuent d'autres façons. Puis on prévoit un dispositif aérien, un dispositif maritime et un dispositif terrestre. Le plus engageant, si on peut dire, c'est sans doute le dispositif terrestre, parce qu'on mettrait des hommes et des femmes sur le terrain. Vous noterez aussi que ce qui est nouveau, c'est que les Américains ont annoncé un soutien de principe, et tout ça est en train de s'affiner. Mais ce soutien américain, c'est une évolution forte et positive. En général, pour la Russie, toute présence occidentale en Ukraine serait considérée comme une cible légitime par les forces armées russes. Des avertissements qui, selon tout récemment la porte-parole de la diplomatie russe, restent d'actualité. Alors, force de maintien de la paix ou front contre Moscou? On ne va pas appeler ça un front contre Moscou, on appelle ça des garanties de sécurité pour l'Ukraine. In fine, c'est l'Ukraine qui sera responsable de sa défense. Nous allons aider les forces armées ukrainiennes à se régénérer après un cessez-le-feu. Notre présence constituera une garantie de sécurité. Avant de parler du service national, hein, dont la campagne de recrutement vient de débuter, un mot encore de l'Ukraine, où on voit notamment une dronisation, je ne sais pas si le terme est entré dans le vocabulaire, mais de la guerre, les drones qui sont devenus un élément incontournable du combat aux côtés de l'artillerie. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a comblé, nous, notre retard en termes de drones? Alors, on est vraiment dedans, et ça fait au moins 2 ans qu'on a lancé une dronisation massive de l'armée de terre. Les Ukrainiens auront produit en 2025 4 millions de drones, alors qu'ils en produisaient quasiment aucun il y a 5 ans. Et ça fait partie des grandes forces de l'Ukraine. Outre le courage de leurs soldats sur le front, il y a cette capacité d'innovation. Eh bien, on suit ce qui se passe, on en tire du retour d'expérience, et aujourd'hui, tout soldat de l'armée de terre est aussi capable de piloter des drones, et nous produisons, pas avec la volonté de produire, nous, des millions et des millions de drones, parce que peut-être que la technologie pourrait être dépassée rapidement, mais avec la volonté que chaque soldat, encore une fois, sache utiliser des drones. Je le disais, la campagne de recrutement du nouveau service national a débuté, c'était lundi, 3000 postes ouverts pour la rentrée prochaine. Les jeunes doivent faire acte de candidature. Ensuite, ils seront recrutés au terme d'un processus de sélection objectif. Alors, en cumulant le service volontaire, le service adapté, on est sur 10 000 par an en 2030, 50 000 en 2035. C'est l'effort de défense, finalement, dont on parle. Est-ce que d'abord, ces jeunes seront l'armée de demain? Alors, il constitue une partie de l'armée de demain. Ça n'est pas que ça, l'effort de défense. L'effort de défense, il est beaucoup aussi budgétaire, et vous noterez que la proposition de budget qui a été faite par le gouvernement, elle marque un effort très, très, très fort au profit de la défense, à hauteur de ce qu'on estime être la menace. Ce service national, annoncé par le président de la République fin 2025, c'est vraiment une belle entreprise dans laquelle les armées s'engagent de façon très volontariste. Pour nous, ça va être un lien supplémentaire avec la nation, ça va être un outil de recrutement, en partie, même si ces jeunes n'ont pas tous vocation à rester dans l'armée. Et puis, on a aussi la mission d'accroître la résilience de la mission et la préparation de nos concitoyens à la guerre. Alors, on va commencer un petit effort. On aura pour l'armée de terre de l'ordre de 2000 soldats en 2026. Et puis, effectivement, on va ensuite augmenter l'effort à hauteur de ce que vous annoncez jusqu'à 2035. C'est ça, hein, entre 1800 et 2000 pour l'armée de terre. Combien chez vous, ici? Ici, dans ce qui ressort de ma responsabilité, c'est 1800. Alors, combien vous voulez dire à Lille, par exemple? À Lille, vous avez un poste de commandement du corps d'armée qui est à la Citadelle, qui devrait rapidement accueillir une vingtaine de soldats. C'est un effort minimal, mais ça va grossir. Est-ce que l'armée a vocation justement à s'ouvrir à ce type de nouveautés? Certains disent à faire du social quand on recrute des jeunes qu'on va payer pour quelques mois. Nous, on n'appelle pas ça faire du social, même si faire du social, ça fait écho à cette idée que l'officier, notamment, a un rôle social dans la nation, et on ne va pas le sous-estimer. Mais ce n'est pas la vocation première de ce service national. Sa vocation première, c'est un lien supplémentaire avec la nation, participer à l'effort de défense. Quand vous dites participer à l'effort de défense, il y a ces jeunes qui vont s'engager, mais il y a aussi l'esprit qu'il faut reconstruire, entre guillemets. On avait un peu perdu. Ça participe, ce recrutement, à construire l'esprit de défense? Oui, je le pense. Moi, je ne suis pas très inquiet sur l'esprit de défense dans la nation. Quand vous regardez les sondages d'opinion, les armées font partie des institutions dans lesquelles les Français ont le plus confiance. Et puis, si on compare notre situation avec celle qui existait à la tête à la veille de conflit mondial, et notamment du premier conflit mondial, il n'y avait pas un soutien tellement plus fort à l'effort de défense à ce moment-là. Et pourtant, on a été capable de la victoire de la Marne après un mois de combat. En général, le budget du ministère des Armées, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, qui devrait dépasser donc les 57 milliards d'euros. Le budget n'est pas encore voté. On est à plus de 6 milliards d'euros supplémentaires, hein, cette année. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Oui, avec cet effort de défense qui a été annoncé, on sera de plus en plus capable de tenir
toute notre place dans le dispositif de l'OTAN. Et l'armée française, c'est la meilleure armée d'Europe des 30 dernières années en matière d'opérations expéditionnaires, de lutte contre le terrorisme. Elle a vraiment été au premier plan. Il faut aujourd'hui qu'elle arrive à se transformer pleinement en armée de haute intensité, avec des idées de consommation de munitions qui sont sans commune mesure avec ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, avec des besoins d'acquérir des capacités de feu dans la profondeur, par exemple. Et c'est à ça qu'on va utiliser ces ressources supplémentaires. Vous voulez dire qu'on est passé de l'antiterrorisme, du contre-terrorisme à de la projection? Pour simplifier, non, parce que le contre-terrorisme, c'était déjà la projection. Quand vous notez toutes les opérations extérieures qu'on a pu faire depuis la première guerre du Golfe en 91, on a clairement le record d'Europe du nombre d'opérations. On parle de 57 milliards, de un peu moins de 60 milliards. Si on prend un peu de recul, quand on voit que le budget des États-Unis dépasse les 900 milliards de dollars, on se demande si on ne va pas continuer de dépendre finalement du gendarme du monde que sont les États-Unis. Vous avez peut-être même entendu une déclaration du président Trump sur le fait qu'il voulait passer à 1500 milliards l'année prochaine, donc une augmentation de 50%. Les États-Unis, c'est un de nos alliés clés, c'est un de nos alliés dans le cadre de l'OTAN, c'est un partenaire historique. Oui, il y a encore beaucoup de nos opérations qui se définissent avec les États-Unis. Pour autant, on a été capable de faire des opérations en autonome ou avec d'autres pays. On va continuer à être capable de le faire. Et d'ailleurs, les Américains attendent ça de nous. Ils attendent clairement de nous qu'on montre qu'on prend notre sécurité européenne en main. Et puisqu'on parle des États-Unis, un mot de ce qui se passe tout de même outre-Atlantique. Alors, vous avez pratiqué, vous connaissez, il y a 20 ans, quasiment jour pour jour, vous étiez au Kansas pour suivre les cours du Commandant General Staff. Il y a 10 ans, vous étiez attaché de défense adjoint à Washington. À propos de Donald Trump, est-ce qu'on a assez anticipé son arrivée et ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire le retour de la loi du plus fort, l'ère de la post-vérité? Est-ce qu'on s'y est assez préparé? Je ne suis pas en fonction ou en capacité de commenter la politique étrangère des États-Unis. Mais pour apporter un élément de réponse à votre question, moi je ne vois pas de rupture profonde dans la ligne de politique étrangère de Donald Trump par rapport au mouvement de fond qu'on sent de désengagement américain des affaires du monde et en particulier des affaires européennes. Alors le style est différent, on y était un peu habitué, mais le mouvement de fond, à mon avis, n'est pas lié à la personne du président Trump. En général, ce que vous dites, c'est que vous rassurez beaucoup en disant le mouvement de fond, il ne dépend pas forcément du président des États-Unis. C'est-à-dire que finalement, le tout est rassurant. Moi, je ne suis pas payé pour vous dire qu'on n'est pas en capacité de se défendre, et j'en ai vraiment la conviction, et sinon je ne ferais pas ce métier. Aujourd'hui, nous exerçons un rapport de force face à la Russie dans le cadre de l'OTAN, et l'OTAN, c'est plus fort que la Russie. On parlait tout à l'heure de l'OTAN, vous en reparlez. Quelles sont les prérogatives nationales que garde la France sous commandement de l'OTAN? En fait, la France a le contrôle de ce qu'elle veut dans un cadre national. Et quand on engage des forces, et y compris dans un cadre otanien, on a des engagements vis-à-vis de l'OTAN. On doit réagir si l'un des membres est attaqué, mais on est libre de dire que telle ou telle capacité très particulière, par exemple l'arme cyber, on peut en garder le contrôle national. On a parlé tout à l'heure de conflits de haute intensité et on n'a pas évoqué les délais. Alors certains disent des années, certains 10 ans, 15 ans. Est-ce que de l'intérieur, vous avez une vision plus précise? Alors le chef d'état-major des armées a fixé une échéance. Il a dit qu'il faut qu'on soit prêt dans 3 ans ou 4 ans à un choc probable contre la Russie. Mais on est prêt dès ce soir. Si la Russie s'en prend aujourd'hui à l'un de nos alliés, par exemple dans les pays baltes, nous agirons. Et d'ailleurs, nous sommes prépositionnés pour le faire. Et de quelle manière, justement, est-ce que vous adaptez en permanence à ces nouvelles menaces? Eh bien, on les anticipe, on est renseigné, et puis on a des processus capacitaires assez longs. Et en plus, la France part d'une position favorable en matière d'équipement et en matière industrielle parce qu'elle a gardé son autonomie complète en matière de production d'équipements de défense. Il faut qu'elle arrive à produire plus massivement, je vous l'ai dit, pour affirmer sa capacité de haute intensité, mais nos industriels sont là derrière nous. Ça fait des années qu'on annonce la fin, entre guillemets, des opérations de guerre conventionnelles seules au profit de guerres asymétriques, de cyberguerre ou de guerre cyber, de campagne de désinformation. Vous, ce que vous nous dites aussi, c'est que la guerre conventionnelle reste une réalité qu'il faut cumuler avec les autres. Oui, on parle aussi de guerre hybride pour parler de tout ce qui n'est pas conventionnel. Et ça se joue aussi, par exemple, dans le champ de l'information. Ça se joue, on parle de la façon dont la Russie peut jouer avec les phénomènes migratoires en Biélorussie. Et puis vous avez un autre champ qui est au-delà du conventionnel, qui est le champ de la dissuasion nucléaire. Tout ça est relativement disjoint, mais la France est présente sur l'intégralité de ces segments, et notamment dans la guerre hybride. Et aujourd'hui, on estime que cette guerre hybride, elle a commencé. Et l'armée française s'y est adaptée. Oui, l'État français s'y est adapté, notamment dans le domaine informationnel. Général Philippe de Maintenon, alors
Vous avez dirigé le mythique 13e régiment des dragons parachutistes. Une question peut-être un peu annexe, mais ce que les États-Unis ont réalisé au Venezuela, qui a surpris le monde entier, beaucoup ont dit que cette opération ne pouvait être réalisée que par les États-Unis, cette capture du président et de sa femme. Est-ce que d'autres pays dans le monde auraient pu faire la même chose? Nous avons d'excellentes forces spéciales, très aguerries dans le domaine du contre-terrorisme. Ce qu'elles ont réussi au Sahel, ce qu'elles ont réussi ailleurs dans le monde depuis une trentaine d'années est également spectaculaire. Il est clair que les Américains ont mis la barre très haut avec l'opération du Venezuela en matière notamment de puissance aérienne et maritime déployée. C'était très impressionnant. Hmm. Ça vous a surpris? Pas complètement. Hmm. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Juste une petite minute encore sur le sujet quasiment principal en ce moment, c'est ce service national dont la campagne de recrutement vient de débuter. Alors, les inscriptions commencent. Celles et ceux qui s'interrogeraient, qui se demanderaient pourquoi, comment, qu'est-ce que vous leur dites? Eh bien, toute l'information nécessaire est disponible en ligne. La ministre des Armées a donné une longue interview ce week-end dans laquelle elle en a parlé. Et donc, on est dans une phase où jusqu'au mois d'avril, on va recueillir des candidatures. Et puis, à l'été, on fera savoir aux jeunes s'ils sont retenus pour cette première vague de volontariat. Et je peux vous assurer qu'on a la ferme volonté de faire en sorte que les premiers qui vont nous rejoindre, ils ne regrettent pas leur expérience. Et l'élan est lancé, la campagne arrive. Absolument. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Général Philippe de Montenon, je rappelle que vous êtes commandant de la force et des opérations terrestres, commandant terre pour l'Europe. Merci d'être venu dans ce studio. Merci, monsieur.